Good Morning Business. Business Plan. On va entrer dans le dur cette semaine en matière de publication de résultats des entreprises. Quelles sont les attentes du marché en termes de publication, mais aussi sur la guidance? On va en parler avec Christopher Dembick, directeur de la recherche économique chez Saxo Bank. Bonjour. Bonjour. Dans quel état d'esprit est-ce que les marchés abordent cette saison des résultats? On a un peu de fébrilité, on l'a constaté parce qu'on a eu déjà des résultats aux États-Unis que finalement beaucoup d'investisseurs étaient un peu inquiets puisque même s'il n'y a pas la récession qui se matérialise, il y a cette thématique de récession qui est là et l'inflation. Mais malgré tout, les premiers résultats qu'on a eus sont plutôt bons. Si on regarde du côté de Paris, on a eu vendredi Thales et Publicis qui ont été quand même très très bons. Donc ça a même surpris le marché. Ils ont relevé leurs perspectives pour cette année, donc très bons résultats. Même certaines entreprises côté américain qui ont pu entre guillemets décevoir. Je penserai à Tesla, qui est effectivement une entreprise qu'on va regarder systématiquement. Si on regardait dans le détail, finalement du point de vue financier, ils sont dans une bonne situation. Par exemple, vous avez une marge opérationnelle plus 10%. Vous avez du cash aussi, plus 700 millions. Et je rappelle quand même que le cash c'est important pour ces sociétés qui continuent d'investir avec des taux qui augmentent bien évidemment. On va en reparler avec les banques centrales. Donc finalement, peut-être que le marché est un peu trop pessimiste par rapport à la réalité des chiffres, en tout cas pour les grandes sociétés qui vont être publiées. L'an dernier, beaucoup d'entreprises avaient réussi à augmenter leur chiffre d'affaires parce qu'elles avaient relevé leurs tarifs dans un contexte d'inflation des matières premières. On a quand même l'impression que ça a été plus difficile en début d'année en matière de pricing power. Complètement, hein. C'est un élément qui a été finalement très court durée. Côté français notamment, si on regarde, la plupart des grandes sociétés quand même avaient déjà un pricing power plutôt réduit. En tout cas, elles l'ont assez peu répercuté. Elles l'ont plus répercuté côté sous-traitant que côté consommateur en règle générale. Et effectivement, hein, c'est le cas. On le voit très bien que le pricing power aujourd'hui commence à s'évanouir, à part certains secteurs vraiment très très spécifiques. Je penserai à des small mid cap dans le domaine notamment électronique, informatique, etc. Mais c'est vraiment marginal et effectivement ça va être plus dur. Le problème qu'ont ces sociétés, c'est qu'on part de très très bons résultats qui ont été publiés précédemment et donc c'est dur de surprendre. Alors certaines arrivent, on a parlé de Publicis et de Thales, toutes ne vont pas le faire, mais en tout cas je reste convaincu que le segment grande valeur reste encore très positif. Sur les petites et moyennes valeurs, en revanche, là c'est très compliqué, mais c'est lié à l'accès à la liquidité. Il y a une interrogation sur les marges, à cause notamment des coûts salariaux qui continuent d'augmenter. Le cabinet Mercer nous disait il y a quelques jours que les hausses de salaire médianes pour cette année allaient frôler les 5%. Oui, c'est quasiment pour compenser l'inflation presque, en tout cas sur cette année pour 2023. Alors, il faut être très prudent, premier aspect, sur les perspectives de hausse de salaire. Même la BCE fait cet exercice-là et on se rend compte qu'il y a une marge d'erreur qui est souvent très élevée. Les entreprises, bien évidemment, elles peuvent envisager ces hausses de moyenne, donc de 5%, mais la réalité, c'est qu'elles vont ajuster si elles se rendent compte que le marché du travail commence à ralentir et on a justement cet aspect-là qui commence à jouer. De l'autre côté, elles ont aussi un peu de moins de marge de manœuvre, donc elles vont faire des arbitrages. Il faudra aussi investir dans un contexte de faible liquidité, de coût du loyer de l'argent qui est beaucoup plus élevé. Donc, je reste pas convaincu que ces hausses de salaire soient un réel problème sur la deuxième partie d'année, puisque ça va certainement être révisé à la baisse, et surtout, point important sur les hausses de salaire, alors c'est une moyenne, et bien sûr des grandes sociétés dans le luxe, etc., peuvent aller d'ailleurs au-delà de 5%, mais la réalité c'est que c'est l'arbre qui cache la forêt, avec beaucoup de sociétés sur du small et mid cap qui ne sont pas en mesure de le faire aujourd'hui. La semaine sera également marquée par les réunions des banques centrales, la Réserve fédérale américaine demain et mercredi, la BCE ce sera jeudi. On attend 2 hausses de taux après une pause de la Fed. Oui, ce qui peut un peu surprendre, puisque une pause très réduite, on va dire, et il faut être objectif, c'est pas en un mois qu'on a des données qui vont changer complètement le panorama économique, la Fed le sait bien. Ça reflète surtout une hésitation du côté de la Fed. Aujourd'hui, on sait qu'on aura cette hausse de taux qui est inscrite, du côté de la BCE, là c'est la même chose. L'enjeu, c'est de savoir est-ce qu'on va au-delà, est-ce qu'on a la marge de manœuvre pour aller au-delà. Côté États-Unis, je pense que le constat est beaucoup plus limpide. Il y a un vrai processus de désinflation, c'est très rapide, c'est extrêmement accentué. On commence même à le voir au niveau des salaires. Donc la Fed pourrait tout à fait se satisfaire d'une seule hausse et avoir une pause. Et d'ailleurs, c'est à peu près ce que price le marché avec une pause jusqu'en mars prochain. Mais quel est l'intérêt de relever les taux, encore une fois, alors que l'inflation est en train de refluer? Alors l'intérêt économique est très marginal, puisque effectivement, ça n'a pas changé fondamentalement la donne, vous en rendez compte. En revanche, il ne faut pas oublier que le FOMC, donc l'organe de décision, est un organe politique, dans le sens où effectivement, vous devez gérer ce qu'on appelle les faucons et les colombes. Et aujourd'hui, il n'y a quand même pas une voie commune, il n'y a pas un consensus clair sur ce qu'il faut faire à l'instant T. On se dit qu'il faut faire un peu la dernière hausse de taux juste au cas où ce serait nécessaire. Mais derrière cela, effectivement, on voit quand même très clairement que sur un horizon moyen terme, donc à partir de septembre, puisque l'enjeu c'est ensuite septembre, très vraisemblablement, ça va être compliqué d'augmenter de nouveau les taux. En tout cas, il n'y aura pas de justification économique pour le faire. La BCE, elle aussi, va relever ses taux a priori de 25 points de base.
Alors, très clair pour le mois de juillet. Il y a une petite ambiguïté, c'est-à-dire que le marché considérait qu'effectivement, on en aurait parlé il y a 15 jours de cela, il n'y a pas de doute sur ce qu'elle va faire en septembre, elle va aussi les augmenter, mais entre-temps, on a eu pas mal de membres de conseil de gouverneurs qui ont envoyé un message plutôt contraire, sachant que pour eux, c'est une possibilité parmi tant d'autres d'augmenter en septembre, mais pas nécessaire. Et ce qui est intéressant, c'est que c'est justement des faucons, donc ceux qui sont plutôt en faveur de hausse du loyer de l'argent, qui ont envoyé ce message. Du côté de la BCE, c'est peu clair quand même au niveau des indicateurs. Oui, il y a le processus de désinflation, mais il n'est pas aussi marqué que cela. Il y a effectivement des hausses de salaire. Il y a aussi bien sûr le coût des entrants qui revient avec un sujet, vous en parlez, des matières premières. On voit que ça commence à augmenter du côté agricole, c'est catastrophique. Donc effectivement, c'est plus compliqué zone euro. À mon avis, ils ont encore de la marge pour augmenter. Il y a déjà le retard prix temporel, mais aussi le marché s'attend à ce qu'on ait quand même des hausses de taux qui se poursuivent. Ça reste encore le consensus, on va dire. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Christopher Dembicq, responsable directeur de la recherche économique chez Saxo Bank.